novembre 1923. La tentative de coup d'État du NSDAP échoue en Bavière. 1928. Le NSDAP obtient ses premiers sièges au Reichstag. 30 janvier 1933. Le NSDAP accède à la chancellerie allemande. 27 mars 1933. L'Empire du Japon se retire de la Société des Nations. 14 octobre 1933. L'Allemagne se retire de la Société des Nations et de la Conférence mondiale pour le désarmement. 26 janvier 1934. L'Allemagne et la Pologne signent un pacte de non-agression. 7 mars 1936. L'Allemagne rejette le traité de Versailles et remilitarise la Rhénanie. 1er novembre 1936. L'Italie fasciste et l'Allemagne nazie annoncent la création de l'axe Rome-Berlin. 25 novembre 1936. L'Allemagne et le Japon signent le pacte anti-Comintern pour lutter contre l'internationale communiste et l'expansion du bolchevisme. Juillet 1937. L'Empire du Japon envahit la Chine. 6 novembre 1937. L'Italie rejoint le pacte anti-Comintern. 11 décembre 1937. L'Italie se retire de la Société des Nations. Et 12 mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche. Bon, vous l'aurez compris, la situation politique devient de plus en plus intenable en Europe. Cette fameuse guerre tant redoutée semble sur le point d'éclater. Mais, soyez rassurés, les experts le répètent, l'Allemagne n'a pas la capacité matérielle et humaine pour se lancer à la conquête du vieux continent. Et, pendant que les politiques s'arrachent les cheveux pour éviter un conflit, Hergé, de son côté, pour sa 8e aventure, va envoyer Tintin, le reporter du petit 20e, quelque part. Juin 1938. La publication des dernières planches de l'Île Noire. C'était cool. Cette aventure a été un bon défouloir pour Hergé. Il y a fourgué tout ce qui le passionne. Les voitures, les avions, les trains, le cinéma. Il a un peu parlé d'actualité aussi, avec l'histoire des faux monnayeurs et le personnage du docteur Müller. Et en bonus, il a même rajouté des éléments fantastiques en jouant sur le folklore écossais. Bref, Hergé a bien rigolé, mais si l'imaginaire de Tintin nous fait rêver, le monde réel est bien plus sombre. Les années 1936 et 1937 ont été marquées par le rapprochement de l'Allemagne nazie avec l'Italie fasciste et l'Empire du Japon. En Europe, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne a provoqué un sacré remue-ménage. Le fait qu'un État totalitaire puisse envahir son voisin sans aucune conséquence amène à un paquet d'interrogations autant sur les plans des nazis que sur l'absence de réaction des vainqueurs de la Grande Guerre. Donc, c'est décidé, pour cette 8e aventure, Hergé veut parler de la menace totalitaire qui plane en Europe. Problème, c'est tellement la pagaille que le dessinateur ne sait pas par quoi commencer. Oui, parce qu'en plus de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il faut aussi rajouter, toujours en 1938, le coup d'État du roi Carol II en Roumanie, et plus tôt encore, le 13 décembre 1937, le massacre à Nankin de civils chinois par l'armée japonaise. Le petit 20e sortira d'ailleurs pour l'occasion un appel pour aider la population chinoise. Un appel auquel Hergé va faire participer Tintin.
Est-ce que vous vous rappelez le Lotus Bleu en 1934? La condamnation de l'expansion japonaise en Chine, tout ça. Voilà. Pour cette 8e aventure, Hergé va mélanger des éléments de plusieurs histoires de Tintin. Il reprend la critique d'une puissance expansionniste du Lotus Bleu, l'invention d'états fictifs de l'Oreille Cassée, et l'ajout de groupes de gangsters internationaux, comme dans Les Cigares du Pharaon et dans l'Île Noire. Ouh, alors ça c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Mais à peine Hergé a-t-il commencé l'écriture de cette nouvelle histoire que déjà les problèmes commencent. Ce scénario se veut plus poussé que les précédents, étant donné que cette fois, Tintin sera réellement mêlé à une intrigue politique. À l'inverse du Lotus Bleu, où il n'était que témoin de l'occupation japonaise. Bon, on va faire ça vite par contre. La sortie est prévue dans 2 mois. Inspiré par le flou d'actualité, Hergé se perd rapidement dans son scénario. L'histoire se déroulera dans le pays fictif de la Sildurie, avec la mort du roi local et la lutte de pouvoir entre 2 prétendants au trône qui s'affrontent pour récupérer le sceptre royal. Et aussi, pour s'ancrer dans le monde réel, Hergé rajoute qu'un des prétendants au trône est soutenu par plusieurs pays d'Europe centrale qui ont des vues sur le calistène, un métal très rare présent dans les sols de la Sildurie. Et aussi, à tout ce micmac, Hergé rajoute en bonus une bande d'anarchistes qui veulent faire sauter un paquet de monuments en Europe. Ok, bah c'est parti. Mais en fait, non. Cette histoire est beaucoup trop compliquée. À la place, Hergé va recentrer son récit sur une tentative d'annexion dont l'objet central sera un sceptre royal. Donc, ce que fait Hergé, d'abord il recentre son scénario sur l'Anschluss, et ensuite il met au placard cette histoire de Calistène qui n'avait ni queue ni tête. Et comme il l'avait déjà fait dans l'Oreille Cassée, Hergé invente pour cette 8e aventure 2 états fictifs, la Sildurie, qui devient la Sildavie, c'est les gentils, et la Bordurie, qui organisera une conspiration pour destituer le roi de Sildavie et annexer le pays. Ah, et petit aparté avant d'attaquer l'album, y a certains d'entre vous qui m'ont fait la remarque, et je les en remercie d'ailleurs, mais en réalité, ça se prononce Georges Remy. Hergé, Remy c'est mon nom de famille, et Georges, mon prénom. Donc j'ai un véritable prénom et un véritable nom en plus de mon pseudonyme Hergé. Voilà, il s'appelle Remy, c'est Georges son prénom. Après mûre réflexion, nous avons décidé ici de continuer à dire Rémi. D'abord parce qu'on est déjà bien lancé sur la série, et ensuite parce que c'est un abus de langage très répandu. Mais je tenais quand même à le signaler, car même si cette erreur est très répandue, ça reste une erreur quand même. À la boulette. Et c'est donc à partir du 4 août 1938 jusqu'au 10 août 1939 que sera publié dans le Petit 20e Les aventures de Tintin en Sildavie. Cette 8e aventure du jeune reporter reprend le schéma classique qu'Hergé suit depuis l'Oreille Cassée. On retrouve donc Tintin qui se balade pépère dans un parc, il trouve une serviette abandonnée et, cheminement logique, Tintin va combattre des conspirationnistes dans un pays éloigné tout en cherchant un sceptre royal pour empêcher une invasion étrangère. Non mais... Vous savez ce qui serait bien ? Une histoire où il se passe rien. Un album où Tintin vit sa vie tranquille, sans aventure, sans baston contre des loupards. Juste le calme pour une fois. Comme d'habitude, l'histoire commence avec l'éternel segment se déroulant dans la vie quotidienne de Bruxelles. Tintin trouve la serviette au pif et la ramène à son propriétaire, Monsieur Nestor Alambic, un professeur spécialisé en sigillographie. FIS, Fédération internationale de sigillographie. Au cas où cela ne vous dirait rien, il s'agit de la science qui s'occupe de l'étude des sceaux.
Oh, c'est passionnant. En effet, mon garçon, ça l'est. En effet, c'est passionnant. Pour cette aventure, Hergé nous propose une nouvelle fois un savant comme personnage secondaire. Comme pour Philémon Cyclone dans Les cigares du pharaon, le professeur Alambic est un scientifique de génie, mais aussi un peu tête en l'air. Alors, c'est vrai qu'un scientifique, ça serait pas mal comme compagnon pour Tintin. Mais malheureusement, le calme est de courte durée, et il s'avère que le professeur Alambic, qui doit partir pour la Syldavie prochainement, est espionné par un mystérieux groupe de ressortissants Syldaves. Et une société secrète. Encore. On se retrouve alors dans un gloubi-boulga absolu. Les espions Syldaves utilisent plein de gadgets ultra modernes comme des postes d'écoute téléphonique et des appareils photo planqués dans des montres. Le groupe est planqué dans l'arrière-boutique d'un restaurant, le Clos, comme les trafiquants d'opium du Lotus Bleu. Tintin se fait donc un resto pépère, il découvre la cuisine Syldave, il tente l'excuse d'aller aux toilettes pour enquêter. Where are the toilets, please? Au fond du couloir à gauche. Vous suivez les mouches. Tintin écoute aux portes, mais se fait choper. Le chef cuistot lui met un petit coup de pression avec un petit mot sur sa petite note, lui disant de s'occuper de ses petites affaires. Quand on n'a pas les moyens, on pique-nique. Et ce segment est aussi l'occasion de découvrir les richesses de la cuisine traditionnelle Syldave. Votre slazek était excellent. Comment est-ce préparé ? Ah, monsieur, c'est une spécialité de la maison. Pourquoi il a un accent du sud ? Ah, monsieur, c'est une spécialité de la maison. Du gigot de jeunes chiens accommodé à la sauce Syldave. Il est où le chien ? Milou ? Milou ? Milou ? Ouf. On a évité la catastrophe. Après ça, on embraye sur les péripéties. Tintin reçoit la visite d'un espion Syldave qui se fait assommer et finit amnésique. Les agents X-33 viennent pour mener l'enquête. Il y a une bombe qui explose, puis course-poursuite à moto. Hergé nous refait le même gag que dans Les cigares du pharaon. Tintin manque de mourir dans un accident. On peut faire une pause s'il vous plaît ? Tintin rentre à peine de cette petite virée à moto qu'il entend au téléphone le professeur Alambic se faire agresser. Et c'est reparti pour un tour. Tintin enfile son trench, se tape un sprint en 2 secondes 9 et arrive à la rescousse, flingue en main. Mais en fait, non. Alambic prépare sa valise, tranquillou. Ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Bon, on s'occupera de cette histoire d'agression plus tard. Maintenant, en route pour la Syldavie. Coup de bol pour notre héros, le professeur Alambic a besoin d'un secrétaire pour son voyage en Syldavie. Tintin accepte le job. Attends, Tintin, t'as pas déjà un boulot ? Tu sais, écrire des articles, tout ça. Tintin accepte le job et prend un avion avec le professeur Alambic. Il en profitera pour faire un petit adieu à ses amis avant de partir. Monsieur le professeur, permettez-moi de vous présenter messieurs Dupont et Dupont de la police judiciaire. Eh, mais c'est les minables. Et tout ce petit monde arrive bien pépère en Syldavie. Là aussi, Hergé peut se lâcher à mort dans la... Attendez, qu'est-ce qu'il a dit ? Eh, mais c'est les minables. Non, ça j'avais compris, mais avant... Oh, mordicus. Merci, monsieur Remy. Enfin, les agents X-33 et X-33 bis ont droit à un vrai nom. Un nom commun d'ailleurs, très répandu, autant en France qu'en Belgique. Ce qui est logique dans l'univers de Tintin, vu que le simple mot Tintin a lui aussi une connotation généraliste. Lui, c'est Dupont. Et lui, c'est Dupont.
Enchantant. T'es. En bref, Tintin, c'est tout le monde et personne, et les Dupont et Dupont suivent cette logique. Allez, retour en Syldavie. Alors, la Syldavie, je pourrais vous en faire un épisode entier. Plutôt que d'en rester aux bases, comme pour le San Théodoros dans l'oreille cassée, Hergé va ici inventer toute une chronologie, toute une culture, et aussi des événements historiques. En somme, la Syldavie est un énième terrain de jeu expérimental pour Hergé. Pendant son trajet en avion, Tintin va avaler des pages et des pages sur l'histoire de la Syldavie, sur ses traditions, ses coutumes, et en particulier sur le sceptre du roi Ottokar IV, symbole de la monarchie syldave détenue par Muscardus, roi actuel de la Syldavie. Donc, ce que fait Hergé, c'est prendre l'élément principal de son récit, le sceptre d'Ottokar, et il va créer tout un univers autour pour l'implanter dans la réalité. Pour créer la Syldavie, Hergé reprend des éléments du style de la romance ruritanienne, un style très à la mode à l'époque, dont les intrigues sont souvent centrées autour de familles royales, dans des États d'Europe centrale, rappelant les micro-États qui formaient l'ancien puissant Saint-Empire romain germanique. La Syldavie, c'est pareil. Hergé s'inspire d'un paquet de pays des Balkans et d'Europe centrale pour détailler l'histoire et la culture syldave. Il ira même jusqu'à faire des références à l'histoire réelle, comme la dynastie fictive des rois Ottokar de Syldavie, qui s'inspire des vrais rois de Bohême, Ottokar Ier et Ottokar II. Ah, donc c'était pas un jeu de mots. Mais bon, la parlotte c'est sympa 2 minutes, maintenant retour à l'intrigue. Tintin pense qu'un imposteur a pris la place du professeur Alambic, il essaye de le démasquer mais se rate lamentablement. À la boulette. Pendant une escale à Prague, le duo est transféré dans un avion envoyé spécialement par les autorités syldaves. C'est sympa. À peine l'avion a-t-il passé la frontière syldave que Tintin est balancé dans le vide. C'est moins sympa. Tintin manque de finir en ratatouille, mais par le plus grand des hasards hasardeux, il tombe pile sur une carriole de foin. Non. Tintin rencontre des autochtones et essaye de leur expliquer sa mésaventure. J'ai été projeté hors de cet avion. Enfin voyons, avion. Et moi tombé. Et boum, dans la paille. Interprète. 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 Warrior. Bon, on va la faire courte. Pour créer la langue syldave, Hergé rajoute aux mots un paquet de consonnes pour leur donner une dimension slave. Et il mélange ça avec le marolien, un dialecte bruxellois que parlait la grand-mère maternelle d'Hergé. Le marolien, pour rappel, qu'Hergé avait déjà utilisé pour inventer la langue des Arumbaya dans l'oreille cassée. Bref, il y a quelque chose de pourri au royaume de Syldavie. Tintin a la certitude que le professeur Alambic, le vrai ou le faux, on sait pas, fait partie d'un complot visant à voler le sceptre d'Ottokar. Ce qui, selon la coutume, obligerait le roi Muscardus à abdiquer. Tintin se rend à la gendarmerie qui lui trouve une carriole pour l'amener à Clos, la capitale syldave. Pas de bol, les gendarmes sont dans la combine et une embuscade s'organise pour flinguer Tintin. Ça va rater, car évidemment, Tintin a senti venir l'embrouille. Oh non. 30 septembre 1938. La France, le Royaume-Uni, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie signent les accords de Munich. Le but,
empêcher l'Allemagne d'envahir la Tchécoslovaquie en la laissant annexer ses régions frontalières. 21 octobre 1938. Les Sudètes sont officiellement rattachés au Reich allemand. 15 mars 1939. Profitant du chaos des mouvements indépendantistes, l'Allemagne nazie envahit la Tchécoslovaquie. Cette violation des accords de Munich entraîne plusieurs réactions en Europe. Tout d'abord, l'Allemagne relance ses revendications sur le corridor de Danzig. Pendant ce temps, la France et le Royaume-Uni mobilisent leurs armées. Et le 2 avril 1939, en Belgique, lors des nouvelles élections législatives, le mouvement rexiste s'effondre. Léon Degrelle voit son rêve s'évaporer d'un seul coup. Depuis sa victoire aux élections législatives de 1936, Degrelle s'est en effet orienté vers le nazisme. Il voit en Rex un équivalent belge du NSDAP en Allemagne. Il en vient même à se comparer à Mussolini et à Hitler, et il multiplie dans ses discours les attaques contre les juifs et les étrangers. Seulement, en 1939, la situation a changé. L'Allemagne fait peur, et Léon Degrelle fait peur. Ainsi, en ce début de printemps 1939, le peuple belge préfère la stabilité. Par son aura pro-allemande, Degrelle perd toute crédibilité auprès du public et des politiques. Le Front populaire de Rex est anéanti. Aucun parti, aucun mouvement, aucun syndicat ne veut être lié de près ou de loin à Léon Degrelle. Et cette défaite de l'extrême droite en Belgique confirme la vision d'Hergé dans le sceptre d'Ottokar. La vraie menace en Europe, ce sont les mouvements fascistes et nazis. Mais si le sceptre d'Ottokar est pensé comme un miroir de la réalité historique de l'époque, Hergé prend aussi soin de développer ses personnages secondaires. Vous avez dans cette histoire une explosion du nombre de personnages secondaires. Attention, il y a du monde. D'abord, même si son rôle est très réduit, Hergé nous présente son premier vrai personnage féminin, Bianca Castafiore, une cantatrice qui va prendre Tintin en stop, permettant au jeune reporter d'éviter de se faire prendre en embuscade. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais la Sildavie, c'est le royaume des traîtres et des espions. La Castafiore est un personnage très caricatural, on va pas se le cacher. Elle est présentée comme une femme opulente, très bruyante, qui éclate les tympans de tout le monde avec le fameux air des bijoux de Faust. Bon, visiblement, Hergé, pour écrire les personnages féminins, il galère encore. La Castafiore n'aura d'ailleurs droit qu'à un rôle très secondaire dans cette histoire. Et pour achever sa rencontre avec la cantatrice, Tintin inventera un mytho pour sortir de la voiture et conclura avec la punchline « J'aurais inventé n'importe quoi pour lui échapper. 3 petits points. » Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que ces 3 petits points vont avoir une importance pour la suite de la série. Comme dans le Lotus Bleu, Hergé nous présente ici un paquet de protagonistes en rapport direct avec l'intrigue. D'abord, le colonel Boris, l'aide de camp du roi Muscardouze, que Tintin rencontre une première fois pour demander une audience avec le roi. C'est un traître. Boris va embarquer Tintin dans un guet-apens une première fois, puis il va l'empêcher de tout balancer au roi en plein milieu d'un concert de la Castafiore, et, jamais 203, Tintin va tomber au pif sur le roi en pleine rue. Enfin, pardon, on va la refaire. Le roi renverse Tintin en bagnole. Bref, c'est la panique. Boris tente le tout pour le tout et se prend la patate du siècle. Tintin a juste le temps d'expliquer au roi que le faux alambic va piquer le sceptre
pour obliger Muscar à renoncer au trône. Et le roi le croit. Parce que... c'est Tintin. Et c'est là qu'on peut embrayer sur Muscar XII. Le roi de Sildavie a un vrai rôle dans l'intrigue, et ne sert pas juste à faire joli. D'abord méfiant, il fait confiance à Tintin et découvre avec lui que le sceptre a été volé. Il va accompagner Tintin sur un gros morceau de l'enquête pour comprendre comment le vol a été commis. Il apporte beaucoup d'informations au Dupont et par extension au lecteur. Et en plus, il conduit lui-même sa voiture. Autrement dit, Muscar XII, en plus d'être un personnage central de cet album, est aussi une personnification des monarchies européennes de l'époque. Muscar est roi d'un pays où se côtoient ville moderne et campagne agricole plus traditionnelle. Il est donc logique que le personnage de Muscar représente cette dualité, avec d'un côté l'aspect traditionnel de son titre royal, et de l'autre, une modernité plus présente dans sa personnalité et ses activités. Et maintenant, place aux Dupont. Grosse nouveauté dans cet album, les Dupont font enfin réellement leur job. On arrête de jouer à Tom et Jerry avec Tintin et on cherche ce fichu sceptre. Pour la faire courte, dans l'intrigue, la salle du sceptre était fermée à clé. Personne n'a pu sortir. Donc tout le monde est paumé sur comment le sceptre a pu disparaître. Et pour toute la phase qui va suivre, Hergé va mettre Tintin en retrait. Tintin devient, le temps de quelques cases, un personnage secondaire. Ce sont les Dupont qui gèrent l'enquête. Et vous me direz, c'est normal, c'est des flics après tout. Les Dupont interrogent les témoins, ils vont partir dans la direction que le sceptre a été balancé par la fenêtre, ils font des tests avec un bâton, évidemment ça finit mal à cause des barreaux. Aïe! Oh! Maladroit! Je vais te montrer, moi, comment il faut faire! Hop! Aïe! C'est dommage. On était bien lancés. Bref, Hergé laisse les Dupont faire avancer le récit. Avec pertes et fracas, on va pas se le cacher. Et quand l'élite de la police se retrouve face à une impasse, Tintin intervient pour résoudre l'affaire. En gros, les méchants ont trafiqué l'appareil photo du professeur Alambic avec un ressort pour propulser le sceptre par la fenêtre. Voilà. C'était pas dur. Mais ce que l'on retiendra de ce segment, c'est que Tintin s'est comporté de manière ultra réaliste. Là où l'ancien Tintin aurait tout deviné en 3 secondes parce qu'il est trop puissant, le nouveau Tintin va laisser la police faire son travail et intervenir uniquement quand celle-ci sera bloquée. Là encore, Hergé ajoute du réalisme à ce « pas vrai, c'est la journée !» 7 avril 1939. Le royaume d'Italie envahit l'Albanie. 28 avril 1939. L'Allemagne nazie rejette le pacte de non-agression signé avec la Pologne. En réaction, la France et le Royaume-Uni entament des propositions d'aide mutuelle en cas d'attaque allemande contre la Pologne. France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne. Ça rappelle des mauvais souvenirs tout ça. Hergé voit les choses différemment. Il comprend que son histoire de complot en Sildavie est en train de devenir un miroir de la réalité. Et il n'hésite pas à le faire savoir. Le 12 juin 1939, dans un courrier adressé à Charles Laine, directeur éditorial chez Casterman, Hergé écrit « Si tu as un peu suivi l'histoire, tu verras qu'elle est tout à fait basée sur l'actualité. La Sildavie, c'est l'Albanie. Il se prépare une annexion en règle.
Si l'on veut profiter du bénéfice de l'actualité, c'est le moment ou jamais. On n'est plus dans le business de la bande dessinée, on est dans le business de l'actualité. Et à l'image de l'accélération des événements en Europe, l'aventure de Tintin aussi se met à accélérer. Tout le monde cherche le sceptre, et tout le monde se met à courir. Un bad guy trouve le sceptre dans les bois, Tintin l'arrête. Les bad guys chopent Tintin, hop, une passe en arrière et Milou se tire avec le sceptre. Et quand les bad guys arrivent enfin à récupérer ce fichu sceptre, c'est au tour des Dupont et des gardes Sildave de débouler. Et ça continue, encore et encore et encore. Les bad guys se tirent en bagnole, nos problemos les poteaux, le roi file sa voiture à Tintin, les mecs tombent en rate d'essence, let's go dans les montagnes. On fait une petite pause, le temps d'une petite fusillade, une partie de la bande est arrêtée et Tintin repart en sprint pour choper le dernier bad guy qui a profité du tir croisé pour s'enfuir avec le sceptre. N'empêche, Tintin, il a un bon cardio. Bien évidemment, après tout ce temps passé à se courir après, la nuit finit par tomber et Tintin décide de se reposer un peu. Et rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil après cette folle journée passée à traquer du conspirateur. Après cette petite nuit passée à la Belle Étoile, Tintin repart à la recherche du sceptre. Il trébuche et fait tomber une caillasse qui atterrit pile sur la tête du voleur. Oula, pas le temps pour les coïncidences. Fonce Tintin! Le voleur taille la route, Tintin sur ses talons, le loupard n'est qu'à quelques mètres de la frontière bordure. Ouf, enfin terminé. Allez, on retourne à Clos, on rend le sceptre, une tisane et dodo. Que dirais-tu d'une petite balade en avion, Milou? Mais la tisane? Il s'avère que Tintin s'est un petit peu perdu dans sa randonnée et tombe sur une base aérienne bordure. Pour rappel, la Bordurie est l'état voisin rival de la Sildavie. No Susai Makai, Tintin pique un Messerschmitt et c'est parti pour la conquête du ciel. Et après, comment dire, c'est Tintin quoi. Je vous parie 15 balles que Tintin s'en est sorti. Allez, envoyez la monnaie. Finalement, Tintin se tape encore une randonnée de 5 heures et retrouve le roi. Et là, panique! Tintin a paumé le sceptre en cours de route. Mesdames et messieurs, Tintin, le célèbre reporter. Heureusement, Milou est de la partie et ramène le sceptre. Attendez, on va juste revenir sur ce passage parce que là, ça part très loin au niveau de la théorie. Pendant son périple en solitaire, Milou va littéralement tomber sur un os. On aura alors droit à un petit moment d'hésitation entre garder le sceptre ou le larguer pour prendre l'os. Et cette scène s'achève sur Milou qui laisse tomber son os après avoir imaginé Tintin ultra vénère lui balancer des éclairs à la figure. Je sais pas du tout où on va avec cette histoire d'os. Milou et les os, c'est une grande histoire d'amour. On avait déjà eu un running gag similaire dans l'île Noire, et ici, Hergé reprend le même principe, mais cette fois, il l'étale dans le temps.
Une première fois, Milou pique un os de dinosaure dans un musée à clos, et on se retrouve plus tard à l'ultime choix moral de cet album. Et Milou prend sa décision en pensant à son maître. Car même s'il n'est pas concerné par la conspiration Bordure, il sait que ce sceptre a de l'importance pour Tintin. Par ce choix moral, Hergé donne encore plus d'humanité à ce petit fox terrier. Et une nouvelle fois, Milou aide Tintin à finir son aventure. Bref, tout est bien qui finit bien, le roi a récupéré son sceptre, l'armée Sildave se prépare au combat. Je vous rassure, il n'y aura pas de guerre. Les révolutionnaires sont arrêtés, Muscardouze fait sa descente en carrosse pendant la Saint-Vladimir, son sceptre bien en main, Tintin a droit à toute une cérémonie et se fait bombarder chevalier de l'ordre du Pélican d'Or. Et pendant ce temps, les Dupont défoncent un lustre. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts, parce que Hergé va nous balancer tout le dénouement de cet album en 2 secondes 9. Quelques jours après la Saint-Vladimir, Tintin apprend que les conspirateurs ont été appréhendés. La guerre a pu être évitée. On apprend aussi que les conspirateurs étaient membres de la Garde d'Acier, un mouvement politique qui préparait la chute de la monarchie et l'annexion de la Sildavie par la Bordurie. La Garde d'Acier étant dirigée par un homme mystérieux appelé Mustler. Mustler, c'est ok pour tout le monde ? C'est là aussi qu'on apprend que le professeur Alambic avait en réalité un jumeau maléfique, Alfred, lui aussi espion, travaillant à la solde de la Bordurie. Voilà, c'est plié. On te dit juste que le gentil professeur Alambic a été retrouvé dans une cave, et basta. Et toute cette histoire se termine sur Tintin quittant la Sildavie en hydravion. On a même droit à une dernière gaffe des Dupont qui sortent de l'avion et finissent dans la flotte. En gros, cette fin, c'est un petit coup de publicité pour l'hydravion qui connaît un gros succès dans les années 30. Tout simplement parce que un hydravion, ça n'a pas besoin de piste d'atterrissage. Les aventures de Tintin en Sildavie s'achèvent le 10 août 1939. Comme d'habitude, cette histoire est diffusée en France par le journal Cœur Vaillant. Casterman, de son côté, sortira l'album définitif de cette aventure en novembre 1939. Pensant d'abord à l'appeler le Sceptre d'Autocar 4, Hergé est poussé par Casterman à changer de nom, trouvant ce titre trop difficile à prononcer. Bref, on va pas se prendre la tête, on va l'appeler le Sceptre d'Autocar, tout court. Évidemment, cette histoire est un succès et, comme d'habitude, Hergé ne prend même pas le temps de faire une pause et se lance direct dans une nouvelle aventure. Le 17 août 1939, le Petit 20e annonce la sortie imminente de Tintin au Pays de l'Or Noir. Nous sommes donc fin août 1939. Avec le Sceptre d'Autocar, Hergé a pu se lâcher dans une véritable intrigue politique. Il a pu enrichir l'univers de Tintin, que ce soit au niveau des personnages qu'au niveau du réalisme, notamment avec la Sildavie. Mais avec cette aventure, Hergé a voulu pousser un cri d'alarme contre la menace que représente l'Allemagne nazie. Et, quelques jours après, le 1er septembre 1939, cette guerre tant redoutée débutera en Pologne. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du Sceptre d'Autocar ? Bon, on va commencer par le plus évident. Le Sceptre d'Autocar marque une étape fondamentale dans le développement de l'univers de Tintin. Que ce soit avec les agents X-33 qui ont désormais un nom définitif, l'apparition d'un premier vrai personnage féminin avec la Castafiore, et une place plus importante pour Milou dans le récit. Et aussi, nous l'avons vu tout au long de cet épisode, le Sceptre d'Autocar est très
politique. Ancré dans le malaise ambiant de l'époque et la psychose latente face à l'expansion du Troisième Reich, le sceptre d'Ottokar est devenu indirectement un avertissement sur l'imminence plus que probable d'un nouveau conflit avec l'Allemagne. Et comme toutes les premières aventures de Tintin, à l'exception du pays des soviets, le sceptre d'Ottokar aura droit à sa version colorisée à la fin des années 40. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard, mais pour la faire courte, ce travail de colorisation sera effectué avec un autre grand nom de la bande dessinée belge, Edgar P. Jacobs, qui va ajouter un paquet de détails au décor et au costume de l'album pour l'ancrer davantage dans le paysage des Balkans. Très pointilleux sur les détails, Jacobs ira jusqu'à corriger les notes de musique de la Castafiore pour les rendre crédibles. Oui, c'était vital au récit. Hergé et Jacobs profiteront aussi de cette version colorisée pour ajouter quelques petits caméos à droite à gauche. D'abord Hergé et Jacobs, qui apparaissent quand Tintin casse l'ambiance pendant la soirée au palais, et à la fin, quand Tintin rentre dans la salle du trône, de nombreux proches d'Hergé sont cachés dans la foule. Les références au sceptre d'Ottokar vont par la suite se multiplier autant dans la culture littéraire que cinématographique. Le restaurant Le Clos est reconstitué dans une scène du film Dieu seul me voit de Bruno Podalides, et aussi dans l'album des aventures de Black et Mortimer, La Machination Voronov. Et au niveau des adaptations, là aussi, c'est la foire. Nous en avions déjà parlé, en 1984, Steven Spielberg obtient les droits cinématographiques de Tintin, et part d'abord sur une adaptation de Tintin au Congo. Ça c'est pas fait. Finalement, Spielberg contacte Roman Polanski, qui est motivé pour adapter Le Sceptre d'Ottokar. Pour la peine de chercher, ça s'est pas fait non plus. En 2011, suite à la sortie du Secret de la licorne, toujours réalisé par Steven Spielberg, il est annoncé au passage qu'une suite est déjà prévue. Cette fois réalisée par Peter Jackson. En 2019, le tournage est confirmé. Le Sceptre d'Ottokar fait partie des candidats potentiels pour ce deuxième film. Avec l'affaire Tournesol, et Objectif Lune, et le Temple du Soleil. 2011, 2019, 2024, ça bosse fort. Mais soyez rassurés, la série Ellipse est sur le coup et nous sort au début des années 90 une super adaptation de cet album. L'épisode nous propose cette fois une ambiance très proche d'un film d'espionnage. Et en fait, bizarrement, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode. Alors attendez, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'épisode est très bien. La partie politique est malheureusement très réduite, dans un souci de plaire aux enfants, je suppose. Et cet épisode passe plus de temps sur ses personnages, que ce soit les Dupont ou la Castafiore, qui a droit à plusieurs segments musicaux. Et aussi, l'intrigue conserve les petits détails qui font la force de l'album d'Hergé, comme par exemple le foreshadowing de Milou avec l'os de dinosaure. Une différence inattendue par contre, c'est la fin de l'épisode. L'album d'Hergé se termine sur les Dupont qui descendent de l'hydravion et tombent dans la flotte. Vous noterez d'ailleurs Tintin qui casse le 4e mur en faisant un clin d'œil au lecteur. Dans la série Ellipse, on achève l'épisode avec les Dupont qui détruisent le lustre dans la salle du trône et on ignore la scène de l'hydravion. Alors, c'est pas important, je sais, mais si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce choix, merci d'avance. Toujours dans les bons points, on a droit à une super séquence de fight aérien
Et la série se permet même de corriger certains défauts de l'album. J'en veux pour exemple le twist des jumeaux alambics qui est révélé très tôt dans le dessin animé et qui rajoute énormément d'intensité à l'histoire. Bref, l'épisode est simplifié, mais il est très dynamique et surtout, il prend bien son temps pour nous présenter la Syldavie. Pour conclure, Le Sceptre d'Ottokar est l'album de Tintin le plus ancré dans l'histoire réelle. Comme le Lotus Bleu, cette aventure nous raconte l'histoire en train de se faire. Comme l'Oreille Cassée, Hergé invente des peuples pour dénoncer l'actualité de son époque. Et, comme tous les albums précédents, Hergé nous offre, avec Le Sceptre d'Ottokar, une fenêtre sur le passé. Une fenêtre qui nous montre les grands bouleversements de cette fameuse année 1939.